Salut. Bonjour, bonjour. Donc, on va débuter. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce premier atelier, mercredi matin, le 5 mai 2021. Super conférence d'ouverture de Mme Ouellette qui s'inscrit directement là, dans l'optique de la présentation de ce matin concernant le Centre de soutien bienveillant, dont l'acronyme là, durant la présentation sera le CSB. Donc, je me présente, Charles Lefebvre, psychoéducateur, ressources régionales en troubles du comportement pour la région du Lac-Saint-Jean. Et avec moi, ma co-animatrice, je vais la laisser se présenter. Oui, bonjour. Je suis Eva D'Agostini. Je suis psychologue de formation et ça fait plusieurs années que je travaille dans les écoles. Et puis, je suis ressource régionale pour les enfants en troubles de comportement dans le secteur anglophone. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette heure et demie qu'on va passer ensemble, où ce que Eva et moi, on va vous présenter un centre sécuritaire bienveillant, quelque chose qu'on a mis en place dans certaines de nos commissions scolaires, tant au niveau anglophone que francophone. Bien entendu, on va vous parler du centre, mais on va aussi vous parler des théories qui sous-tendent ce centre-là. Sans pour autant rentrer en détail, il faut quand même comprendre un peu de c'est quoi la base, sur quoi on s'appuie au niveau théorique pour implanter ce type de centre-là. Puis il va aussi avoir une présentation durant notre conférence sur l'impact de cette implantation-là dans les milieux qu'on a réalisés. Donc, on vous souhaite une belle conférence et vous pouvez poser vos questions là, tout au long par l'intermédiaire du QER et les 15-20 dernières minutes de la présentation seront pour répondre à ceux et celles là, qui veulent un petit peu plus d'explications par rapport à ça. Donc, je vais laisser Eva commencer à partager son écran. Absolument. OK. Un petit moment. Juste. OK. Donc, d'entrée de jeu, le centre de soutien bienveillant est un centre, un endroit à l'intérieur d'une école, tant au niveau primaire que secondaire, bien entendu avec certaines particularités qui visent à aider les jeunes dans nos écoles, mais parallèlement à ça aussi, aider les enseignants. Donc, c'est un environnement qui est alternatif pour les élèves qui ne peuvent pas toujours fonctionner dans les classes ordinaires. Hein, on sait avec l'inclusion scolaire des élèves présentant des difficultés d'ordre comportemental et des fois les difficultés de certains enseignants au niveau de cette gestion-là. Bien qu'ils fassent une gestion adéquate, il y a des élèves qui, de par leur comportement, amènent une instabilité dans la classe au niveau des apprentissages qui perturbent aussi un petit peu des fois le rythme de la classe et on s'est posé la question, qu'est-ce que ces enfants auraient besoin? Donc, c'est un support, un centre qui offre un support comportemental, émotif et académique. Et il faut référer que ce n'est pas une classe spécialisée. Donc, ce n'est pas dans le contexte de prendre des élèves qui ont des diagnostics communs dans des classes spécialisées, classes kangourou, des classes avec TSA ou des sciences intellectuelles sur l'apprentissage. C'est vraiment un centre dans une école qu'on va dire ordinaire, là, qui accueille une population d'élèves en difficulté d'ordre comportemental. Ça fait partie aussi d'un continuum d'intervention. Hein, ce n'est pas juste la solution. Donc, oui, c'est annexé à plusieurs autres programmes à l'intérieur des écoles. C'est géré par les adultes, bien entendu, à l'intérieur d'un environnement calme, structuré et sécuritaire. Dont la bienveillance et le support est la trame de fond. C'est comment qu'on va pouvoir accompagner ces enfants-là à l'intérieur de leurs difficultés et les aider à réintégrer les classes ordinaires. Donc, le but, ce n'est pas de prendre ces enfants-là, les mettre dans un centre bienveillant tout le long de l'année, puis dire on a fait un beau travail. Non, c'est de dire on va les sortir d'une façon ponctuelle ou plus planifiée, et puis on va vous en parler plus tantôt, mais dans l'optique tout le temps de réintégrer en classe ordinaire ces élèves-là. Et ça fournit un répit aux élèves et aux enseignants. Donc, oui, quand ces élèves-là sont au centre bienveillant, l'enseignant peut aussi, à quelque part, enseigner. Puis ce qui va être important de voir, puis on va en parler tantôt, c'est comment cet enseignant va garder aussi le lien avec son élève qui, des fois, peut être au centre de soutien bienveillant. Bon, ça là, et puis, d'où c'est arrivé cette idée-là? Et puis, j'en suis certain que vous avez des choses semblables dans vos écoles. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais je travaillais avec une équipe dans une école secondaire
En 2008, ça fait longtemps maintenant, et puis ils sont vraiment en train de chercher une alternative parce qu'il y avait des jeunes qui ont vécu toutes sortes de choses et puis ils ont eu la salle de retraite, la salle de réflexion, ils étaient dirigés vers le bureau de la direction, ils avaient plusieurs mesures disciplinaires progressives qui étaient implantées et puis des suspensions. Hey, mais on a vu des enfants qu'on pourrait peut-être appeler des girouettes qui retournaient. En anglais, on dit frequent flyers. Puis on se demande, mais s'il y a quelque chose qui revient, est-ce qu'on doit faire peut-être autrement? Et quels sont nos élèves comme ça? Mais absolument, ils interfèrent, ils dérangent l'apprentissage des autres élèves à cause de leur comportement. Ils éprouvent des difficultés même avec plusieurs interventions qui ont fonctionné bien avec les autres élèves. Et c'est comme on leur donne des conséquences, des feuilles de réflexion, des contrats, etc., mais ils n'ont pas l'air d'apprendre de ça. Et des fois, ils sont difficiles à gérer et puis tout le monde est épuisé par les jeunes comme ça. Ce qu'on sait maintenant sur ce type d'élèves-là, c'est que souvent, c'est des enfants qui vivent des situations difficiles à la maison. C'est des enfants qui côtoient des parents qui sont des fois immatures, des fois qui sont négligents, qui sont maltraitants, donc qui n'ont pas un cadre de sécurité au point de vue de l'attachement non plus. Ils souffrent des séquelles d'un trauma simple ou des traumas complexes qui a été largement popularisé dans la littérature scientifique. Ils sont très sensibles aussi, ils réagissent de manière excessive aux expériences ordinairement tolérées. Hein, leur cerveau, puis on va en parler tantôt, leur cerveau, ben, il y a eu des altérations, il y a eu des difficultés, puis il ne fonctionne pas nécessairement tout le temps comme un enfant qui a été dans un attachement sécure ou qui s'est bien développé dans les premières années de leur vie. Donc, c'est des enfants qui sont turbulents, qui, par leur comportement, qui dérangent. Et tu sais, j'écoutais pendant la conférence de Mme Ouellette le fameux étiquette. Ben oui, hein, c'est des enfants qu'on étiquette avec des troubles de comportement, des troubles de l'opposition. Et ce que moi, c'est de me chercher beaucoup cette conférence-là, c'est de dire, ben, faut aller au-delà et offrir à ces enfants-là ben, des interventions humanistes, hein, où ce que l'humain va rencontrer un autre humain. Donc, c'est un petit peu ça l'essence de ce centre-là. Exactement. Alors, des petits visuels. Ouais. Plan A ou plan B, il faut faire autrement. Et puis, mes deux collègues, Bernard Messier et Kathleen Moreau, qui étaient des professionnels impliqués avec cette école secondaire, ils disent, mais on a travaillé tellement fort, mais on n'y arrive pas, se rend nulle part. Et ils étaient vraiment conscients qu'ils perdaient certains des élèves. Alors, il dit, il faut faire autrement, il faut regarder autrement, il faut vraiment un vue autre sur les jeunes. Donc, c'est quoi les approches qui ont été utilisées à l'intérieur de ce cadre-là qui s'appelle le Centre de soutien bienveillant? Bien entendu, c'est toute la pratique développementale intégrée là, basée sur l'attachement du Dr. Gordon Neufeld. Il y a les recherches sur le développement du cerveau humain aussi, J. Jig, Lorenz Steinberg, Ian McGill-Chris et autres. Les recherches sur les traumatismes hein, de Rick Galena, Melrose, Bruce Perry, Bessel van der Kolk, Sonia Lupien, McCrory, Edmondson, Jakobski et Hall, et bien entendu les recherches sur le trauma complexe de Delphine Colin-Vizina, Tristan Milo et Natacha Godbout. Donc, c'est vraiment un mélange de plusieurs approches pour expliquer, puis on va le voir aussi, hein, pour former puis accompagner le personnel qui accueille ces élèves. Alors, le paradigme Neufeld, c'est très aidant à mieux comprendre les jeunes. Et puis, si on utilise les trois clés, ça va nous aider à mieux comprendre de quoi on parle et pourquoi il faut faire autrement pour certains de nos jeunes. Comme on a dit, on a utilisé cette approche au primaire et au secondaire aussi, mais un clé qui est très, très, très important, c'est la maturation. Et c'est ça exactement. C'est quoi la maturation? Mais c'est un processus qui dévoile selon un plan, mais il ne peut pas être précipité. Et j'aime bien les tomates parce que les fleurs sont jaunes et pointues, mais ça devient des belles fruits ronds et rouges. Mais il faut attendre le temps. Comme un jardinier m'a dit, si on veut avoir un bon, il faut attendre toutes les 90 jours. Si on essaye de précipiter ça, on ne va pas arriver avec une belle fruit. C'est spontané, mais pas inévitable. Il peut être bloqué. Et
la plupart des jeunes qui vont utiliser le salle de soutien vont être des jeunes qui n'ont pas développé bien comme il faut. Mais les bonnes nouvelles, c'est que le développement du potentiel continue tout au long de la vie. Et les principes sont basés sur la recherche des neurosciences. Jay Guide, maintenant, ça fait longtemps qu'il a essayé d'étudier le développement du cerveau des ados. Puis, à ce temps-là, il a demandé aux autres neurosciences, des gens neuroscientifiques, à quel âge est-ce qu'on va faire une étude à long terme, mais on arrête à quel âge? Ils ont pensé soit à 16 ou 18 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que ce cerveau a continué à développer vraiment jusqu'à l'âge de 26 ans, si tout va bien. Et on connaît des gens qui sont plus âgés, mais pour qui ce n'est pas encore arrivé. Les trois parties du cerveau qui étaient en développement, c'était le cortex préfrontal où se trouvent les fonctions exécutives et le système d'autorégulation, le cervelet qui fait la coordination des processus cognitifs et comme ça, on peut accéder à différentes parties du cerveau et le corps calleux qui fait la communication entre les deux hémisphères du cerveau. Le cortex préfrontal nous amène à avoir des pensées et des sentiments mitigés et mélangés. Comme ça, on peut se tempérer. On a envie de faire quelque chose, mais on peut penser aux conséquences. Mais cette capacité ne développe pas avant vraiment l'âge. C'est pas que le préfrontal n'est pas là, mais les connexions, ça se fait entre l'âge de 5 à 7 ans. Alors, pour nos plus petits, ça va être difficile pour eux autres. Pour certaines de jeunes, quand ils vivent des émotions intenses, ça va être plus difficile pour mélanger les sentiments et peut trouver cette tempérance. Et ça prend jusqu'à la mi-vingtaine pour se stabiliser dans le développement. Le cervelet, vraiment, c'est une coordination. Au début, c'est la motrice, mais après, c'est cognitif et ça aide. C'est comme le cerveau essaye de trouver toutes les informations. Le cervelet est très impliqué quand on est en train de résoudre un problème. Et le cervelet aussi est impliqué quand on est en repos, parce qu'on est en repos, ça fonctionne comme un système de classement. Il y a aussi une communication par le corps calleux entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit pour tout nous aider à aller chercher et trouver toutes nos connaissances. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que Ian McGilchrist a essayé de ramasser toutes les informations qu'on a eues sur le développement de notre cerveau, l'hémisphère gauche et droite. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que avant, on a pensé que notre hémisphère gauche était vraiment l'hémisphère de logique, de raisonnement. Et moi, j'avais l'impression que c'était la partie qui prenait la prééminence au niveau de nos capacités comme être humain. Mais qu'est-ce que McGilchrist a remarqué quand il a ramassé toutes les informations, c'est que les deux parties de l'hémisphère sont importantes pour nous, les êtres humains. Mais l'hémisphère gauche est plus focus sur les détails, les règles, et décontextualise, trouve les faits, cherche les réponses. Si on peut penser à lecture, c'est que l'hémisphère gauche est pris à apprendre les lettres, les sons, mettre les sons ensemble pour faire des mots, mettre les mots ensemble pour faire des phrases. Mais l'hémisphère droit et l'hémisphère qui est vraiment celui qui doit prendre prééminence, parce que l'hémisphère droit prend les faits, prend les règles, prend les informations apprises par l'hémisphère gauche et essaye de les mettre ensemble dans un contextualisé, rend vivant et content, une vue sur l'ensemble. Et ce qui est important ici à comprendre que l'hémisphère droit doit développer avant l'hémisphère gauche et ça développe rapidement durant les années de la petite enfance. Mais quand on voit certains de nos jeunes qui ont peut-être vécu des traumatismes complexes, que peut-être cette partie de cerveau n'a pas développé comme il faut, et pour ça, souvent, les enfants, ils peuvent nous dire les règles, mais ils ne comprennent pas les règles. Et puis, c'est l'hémisphère droite qui fait ça. Même avec la lecture, ils sont capables de lire des mots et des phrases, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils lisent. Alors, l'hémisphère droite se développe que par les expériences
non par l'acquisition d'informations. Et c'est pour ça, pour nos jeunes, nos petits, de 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'importance du jeu qui développe cette partie du cerveau. Et pour certaines de nos jeunes qui ont des difficultés de comportement, des fois, on se demande, est-ce que peut-être ils ont manqué quelque chose dans leur petite enfance pour développer cette partie du cerveau? Une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la capacité de raisonner, la capacité de comprendre, apprendre des choses, vers l'âge de 16 ans, les ados sont assez compétents. Mais cette capacité de contrôler les fonctions exécutives, ça continue à développer jusqu'à 25 ans. Et on se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ils sont tellement capables de comprendre pourquoi ils ne sont pas capables d'appliquer. Et ça prend le préfrontal pour faire ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est le parti, là, ce petit triangle qui est là, c'est le triangle d'innovation. Alors, c'est très important pour notre société d'avoir des gens qui sont capables de voir des choses, de comprendre des choses, d'expliquer des choses, mais qui ne sont pas encore tempérés par le préfrontal. Alors, c'est important, mais ça peut aussi causer des problèmes parce que souvent les enfants, on dit, mais il est capable de nous dire les règles, mais pourquoi il n'est pas capable d'appliquer les règles? Ça se peut par une immaturité, mais ça se peut aussi juste par l'immaturité naturelle. Michael Bradley, quand on a eu les résultats de ça, il a dit, la culture nord-américaine a tendance à considérer les adolescents comme des petits adultes, alors que neurologiquement, ils sont de grands enfants. Il leur manque la capacité d'adulte à mettre les freins neurologiques. Et si on pense à 26, tous les enfants dans nos écoles primaires ont vraiment un cerveau qui est vraiment pas tellement bien développé, etc. Vulnérabilité. Oui, il y a aussi le concept de vulnérabilité. Il y a Brené Brown qui en parle énormément dans le livre The Gift of Imperfection, la grâce de l'imperfection. En fait, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui, dans notre société, est un peu mal compris. Et il y a des principes qui sont super importants à considérer. Or, ces jeunes-là qui sont dans nos écoles, qui ont des problèmes d'ordre comportementaux, vivent beaucoup de vulnérabilité. Si on ne comprend pas bien le concept de vulnérabilité, bien, souvent, on va peut-être manquer un petit peu, des fois, dans nos interventions de lumière ou à quelque part, bien, ces interventions-là vont être démontrées comme étant pas très efficaces. Donc, c'est quoi la vulnérabilité? Bien, il faut comprendre que la croissance, là, grandir, ça nécessite de la douceur, mais ça demande aussi à la personne d'être vulnérable. Notre cerveau va beaucoup plus maturer à tolérer la vulnérabilité de nos émotions plutôt que de résister à la vulnérabilité de nos émotions. Et en même temps, il y a la vulnérabilité réelle, mais perceptuelle aussi. Donc, même si dans la réalité, le prof dit, ah, ben, dans ma classe, c'est sécure, si l'enfant a vécu dans sa vie entre 0, 5, 6 ans au niveau des traumas relationnels complexes, des expériences vulnérables, dans sa perception à lui, il peut être en hyper-vigilance, en vulnérabilité. Il y a aussi une très grande sensibilité qui accroît la sensation de vulnérabilité. Tantôt, Madame Ouellette parlait de TSA, de TDA. C'est des enfants qui neurologiquement ont un petit peu plus d'hypersensibilité. On parle d'environ 20 de la population qui ont une hypersensibilité qui augmente la vulnérabilité. Lorsque le cerveau se sent trop vulnérable, il se protège. Ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Hein? Le cerveau, il est fait pour être capable de vivre à l'intérieur de situations difficiles, vulnérables, par l'établissement de mécanismes de défense. C'est Van der Kolk aussi qui en a beaucoup parlé. Et un concept hyper important, un cerveau ne peut pas apprendre et se défendre en même temps. Donc, les enfants qui sont tout le temps en vulnérabilité ont tendance à se défendre en hypervigilance, à utiliser leur énergie pour se défendre, d'où l'aspect de contrôle des fois qu'on peut voir chez certains de ces enfants-là, plutôt que d'utiliser leur énergie, puisqu'il est au repos, à l'aventure qui s'appelle en milieu scolaire la motivation. Emerson et Hall, en 2011, hein, ils ont fait passer de l'Adolescent Trauma Questionnaire avec des adolescents.
mon anglais n'est pas pire, avec des adolescents qui ont vécu la violence physique, la négligence physique, puis de la négligence émotionnelle, hein, qui font partie, à quelque part, aussi des traumas complexes. Et ce qui a été vu dans les résultats, réduction importante du volume du cortex préfrontal, hein, ce que Eva vient vous parler. Donc, on voit que les adolescents qui ont vécu ce type de maltraitance-là ou de négligence, au niveau préfrontal, il y a une immaturité neurologique. Chez les garçons, c'est beaucoup dans le contrôle des impulsions qu'on a discuté. Les filles, c'est davantage plus dans la régulation émotionnelle. Donc, neurologiquement, ils n'ont pas la capacité, hein, de s'auto-réguler. Jakobski, lui, en 2008, il a démontré que les enfants avec les syndromes de stress post-traumatique, avaient une réduction du volume du corps calleux. Hein, cette capacité-là de joindre les deux hémisphères pour être capable de vivre deux émotions en même temps et d'être en conflit avec ces émotions-là qui nous amènent à être civilisés, à être polis dans la vie, hein, qui nous amènent à être tempérés, à être intégrés, bien, ce corps calleux-là, il y a une réduction du volume. Donc, le processus, hein, préfrontal intégratif fonctionne pas très bien pour ces enfants-là. McCrory et Hall, hein, ils ont regardé aussi les enfants qui vivaient de la violence familiale, puis ils ont démontré que ces enfants-là avaient le même modèle d'activité cérébrale que les soldats qui étaient exposés au convoi militaire, donc le syndrome du stress post-traumatique, notamment l'augmentation de l'activité de l'amygdale, qui est le centre de commande du système limbique. On va vous l'expliquer un petit peu tantôt. Et ces enfants-là, quand ils regardaient des visages en colère, leur système limbique, l'amygdale, entre autres, était suractivé. Donc, c'est quoi l'amygdale? À l'intérieur du système limbique, hein, donc on a le cerveau reptilien, on a le système limbique et on a le cortex. Le système limbique, lui, sa tâche, c'est la survie. Hein. Dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est le fait qu'on soit en survie, que tout aille bien. Et on a le centre de commande qui s'appelle l'amygdale, qui, lui, va orchestrer la réponse quand on vit une chose qui se passe, qui a une atteinte à notre survie. On appelle ça un peu un détecteur de fumée, comme vous avez à la maison. Il y a aussi tout l'hypothalamus qui fait partie de ce système limbique-là, qui lie le système nerveux au système endocrinien. Et finalement, on a l'hippocampe qui fait partie de la mémoire, hein, qui transfère la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Donc, cette amygdale-là, dans les études, démontre qu'elle est surdimensionnée. Donc, à quelque part, les enfants perçoivent beaucoup plus rapidement l'hypervigilance, sont en survie et ce qui est intéressant, c'est que le système limbique prend la situation beaucoup plus rapidement que le cortex. Donc, le système limbique va activer tout le système endocrinien et le système nerveux pour amener à la survie. Donc, la réponse, hein, fuir, figer ou attaquer beaucoup plus rapidement que le raisonnement qui va faire est-ce que je suis réellement en survie? Donc, ces enfants-là, c'est pour ça qu'ils sont très, très, très réactifs. Ce qu'on voit aussi beaucoup quand l'amygdale est surchargée ou allumée, c'est que devant un danger, habituellement, on est un peu anxieux. Hein? Puis quand que le danger commence à être réel, on se sent menacé. Puis après ça, on se sent terrorisé. Or, eux, c'est une ascension très, très, très rapide entre un peu anxieux à être terrorisé, d'où des fois la réactivité de ces enfants-là. Puis on pense qu'ils ont des problèmes de comportement, qu'ils ont des problèmes de position, quand que naturellement, c'est des enfants qui réagissent à des expériences passées, mais qui, dans leur perception, est là devant eux. Je peux vous donner un exemple. Moi, je me suis fait attaquer par un serpent quand j'avais 13 ans à l'intérieur d'un vivarium. Or, quand que je suis en camping et que je vois des couleuvres, je veux dire, je sais cognitivement que cette couleuvre-là, elle ne peut pas me manger. Mais mon système limbique qui a vécu un trauma à ce moment-là par une expérience, s'active. Et là, la situation est là et rapidement, je crie ou je me retrouve directement sur la table à pique-nique. C'est pas quelque chose que je décide, c'est quelque chose qui est inconscient, qui arrive parce que ma survie, dans ma perception à moi, est menacée. En même titre que quand j'écoute un film avec les serpents, genre Anaconda, c'est pas une belle soirée pour moi. Bon. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que ces enfants-là, hein, on l'a dit, sont en hypervigilance, mais leur attention est portée sur le non-verbal.
Hein? Quand on est en hypervigilance, ce n'est pas le verbal dans la communication dans laquelle on priorise, c'est le non-verbal. Et qu'est-ce qu'on priorise? Le ton de voix, la posture et l'expression faciale. Or, des fois, dans notre réponse à ces enfants-là, notre ton de voix, notre posture et notre expression faciale peut retraumatiser ces enfants-là dans nos interventions un petit peu plus coercitives ou punitives qui ont été démontrées comme étant très peu efficaces, voire même retraumatisantes pour ces enfants-là. Ces enfants-là ne sont pas capables non plus d'interpréter les mots. On parle beaucoup pendant les interventions quand on devrait limiter énormément nos mots. Et il y a une transformation, hein, il devient sensationnel. L'enfant, il est bouleversé par ses émotions, par ses sensations. C'est plus qu'un enfant logique, c'est un enfant réactif parce qu'il est en mode survie. Donc, on appelle ça le double handicap invisible. Et c'est un petit peu ça qui est difficile, puis qu'il faut commencer à comprendre, c'est que ces enfants-là, puis j'ai une de mes collègues qui a une image, si on ouvrait le cerveau de ces enfants-là, ils seraient cassés de partout. Or, on fait quoi avec des enfants qui sont brisés physiquement? On leur met des plâtres, on leur met des mesures d'adaptation, puis on attend que ça guérisse à l'intérieur de soins bienveillants. Bien, c'est un petit peu ça qu'on propose avec le CSB, de réparer tranquillement, prendre soin des blessures neurologiques que ces enfants-là ont vécues à l'intérieur d'une posture quand ils étaient dépendants d'un adulte qui, au lieu de les sécuriser, a fait des choses ou a omis de faire des choses qui ont eu des répercussions sur son cerveau. Donc, quand l'amygdale est allumée, donc les émotions prennent le contrôle, le cortex préfrontal sous-dimensionné, donc difficulté au niveau autorégulatoire, on a un peu des bombes à retardement avec une amygdale surdimensionnée puis un préfrontal sous-dimensionné, ce qu'on appelle le double handicap invisible. Ce qui ne fonctionne pas, hein, j'en ai parlé, raisonner, parler, en particulier les conséquences. On pense que quand on donne des conséquences à un enfant, à un moment donné, il va comprendre. Ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question d'émotion. C'est une question de difficulté, d'hypervigilance, de système limbique complètement allumé. Donc, lorsque l'enfant est en mode survie, il ne peut pas traiter le langage. Sa perception est détournée du langage. Sa perception est tournée vers je dois m'enfuir, je dois me battre ou je dois figer. Bref, je dois survivre. Donc, l'accent est mis sur notre tonalité, sur quelques mots-clés. C'est pour ça qu'il faut diminuer le nombre de mots qu'on dit, pas faire tant d'interventions verbales, mais davantage plus des interventions au point de vue de la relation. Les mots les maintiennent dans une forte excitation. Hein. Il y a un mode fuite ou de combat, il y a une amplification de la désorganisation. Puis parfois, on reste tellement dans l'incident, on reste tellement là-dedans à vouloir que l'enfant comprenne qu'on perd aussi également notre bienveillance à l'intérieur de ce rapport d'intervention-là. Ils ne peuvent pas se souvenir de l'avenir. Hein? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver si tu fais ça? Ils n'ont pas une capacité de projection dans l'avenir, ils sont dans le moment présent. Puis dans le moment présent, c'est quoi? C'est je dois survivre, je dois m'enfuir, je dois combattre, parce que dans ma perception, je suis en danger. J'aime beaucoup Bill Watterson, Calvin et Hobbes. Et puis, souvent, il comprend que les jeunes qui ont des problèmes, des problèmes de comportement, c'est juste pour nous dire qu'ils ont besoin pour nous, pour les aider. Je suis en colère, laisse-moi tranquille, je déteste tout le monde. Personne ne comprend que je veux seulement être rempli d'affection. Et c'est exactement ça. Et ça nous amène à la troisième clé qui est importante parce que pour tolérer la vulnérabilité, pour nous amener vers la maturation, ça prend l'attachement. L'attachement qui est sécure et qui est là pour tenir l'enfant dans son développement. Alors, l'attachement est le besoin prééminent d'un jeune en développement. Sans attachement, le cerveau est préoccupé par la survie. En attachement, c'est possible pour le cerveau maintenant de prendre un petit repos et c'est exactement dans ce contexte d'un lien d'attachement sécurisant que le cerveau peut se développer parce que maintenant, la survie est assurée par le lien d'attachement. Un lien d'attachement sécurisant prend soin et prend l'être dépendant en charge. Ça veut dire, parce que souvent, au début, quand j'ai parlé du paradigme de Dr. Neufeld, les gens m'ont dit, mais il faut être toujours gentil avec les jeunes, il faut les jamais déplaire, c'est très important que les jeunes nous aiment, etc.
Mais qu'est-ce qui est important aussi, c'est que les jeunes, ils ont besoin d'encadrement. Et les gens en milieu scolaire, vous êtes pour la plupart très conscients de ça, mais des fois, vous vous sentez un peu comme, qu'est-ce que je dois faire? Parce que des fois, je dois dire des noms, mais est-ce que le jeune est-ce que ça va briser le lien d'attachement? Mais les êtres dépendants ont besoin de quelqu'un pour dire des noms de temps en temps. Et quand ils ont fait une étude avec des ados, ils ont demandé des ados de 19 ans, qu'est-ce que vous avez bien apprécié de la part de vos parents? Et puis ils ont dit, on a bien apprécié l'encadrement. Ils ont mis des limites. Mais à l'âge de 14 ans, ils n'avaient pas du tout ce point de vue. Mais 5 ans plus tard, ils étaient capables de comprendre. Et quand ils ont demandé aux autres, aux ados, qu'est-ce que tu aimerais que tes parents fassent autrement? Les ados qui avaient des parents qui leur ont laissé faire n'importe quoi et ont dit, nous, on a eu besoin de beaucoup plus de limites. Alors, parce que c'est très important que pour sécuriser le jeune, on doit le prendre en charge, mais c'est le comment. Et c'est ça qu'on a développé nos centres pour prendre en charge nos jeunes, pour les sécuriser, mais avec bienveillance. L'état de dépendance nécessite la capacité à tolérer la vulnérabilité parce que dépendre de quelqu'un, c'est pas facile parce qu'il faut laisser l'autre nous guider. Alors, l'attachement, c'est fait des instincts tellement intéressants parce qu'on a des instincts. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre. L'attachement est quelque chose qui est vraiment ancré en nous. Ça organise en manière hiérarchique, ça veut dire c'est l'adulte qui prend soin du jeune et pour la plupart, le jeune nous laisse prendre soin de lui. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une façon de nous présenter comme quelqu'un qui est leader, quelqu'un qui a confiance pour guider. Heureusement, quand on est en attachement avec des jeunes, ça rend cher et tolérant et avec ça, on peut l'aimer et le soutenir. C'est tellement intéressant parce qu'il y a parmi vous, il y en a des gens qui prennent soin des petits de 4-5 ans, des autres qui prennent soin des ados et souvent, vous ne comprenez les uns les autres. Mais si vous êtes en attachement avec le petit de 4 ans, ça ne vous dérange pas de nettoyer le nez, etc., etc. Mais vous vous demandez comment vous pouvez passer toute la journée avec des grands ados qui disent whatever. Mais si vous êtes attaché aux ados, ça fait plaisir de prendre soin d'eux autres. Alors, ça fait partie de nos instincts d'attachement. Le moment que l'enfant nous laisse prendre soin de lui, ça assure un chez-soi et ça lui rapporte du réconfort, de repos et un refuge. Maintenant, le cerveau est en confiance et peut aller à se développer comme ça. Ça aussi donne des repères. Très, très, très important. Et c'est un des grands défis que nous avons dans notre société maintenant avec le fait que nos jeunes, particulièrement nos jeunes ados, ont tellement d'accès aux autres jeunes par les médias sociaux et que quand l'enfant ne sait pas quoi faire, c'est très important qu'il va aller chercher d'informations, de conseils de la part de quelqu'un qui a plus d'informations que lui, qui a plus d'expérience que lui. On dit il a besoin de ça parce que ça nous laisse à lui guider, à transmettre notre culture. Mais c'est très important que l'enfant nous voit comme celui qui va prendre soin de lui. Ça éveille l'instinct de proximité, alors il va rester proche de nous. Et c'est exactement ça qu'on veut dans nos centres de soutien. C'est que les jeunes, ils regardent les adultes comme les gens qui vont prendre soin de lui, qui vont lui aider. Il a le goût d'être avec les adultes. Et ça suscite le désir d'être bon pour les personnes auxquelles on est attaché. Et ça nous aide à agir avec un pouvoir, une autorité naturelle. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait partager avec l'attachement parce que ce n'est pas si simple que ça, mais en effet, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de créer pour nos jeunes qui sont en détresse? C'est vraiment on veut maximiser l'attachement. Et comment on est capable de maximiser ça? C'est un endroit calme, sécuritaire, avec des adultes calmes et environnement calme. Et c'est très important parce que et c'est pour ça qu'on a créé un centre à part de la classe, parce que dans une classe avec les autres élèves, des fois, souvent, l'enseignant est
préoccupé par l'enseignement et par les autres élèves. Et pour maintenir le calme, ce n'est pas nécessairement facile, mais est-ce qu'il y a un autre lieu? Les gens qui sont là pour aider ce jeune, particulièrement si lui est en détresse. Et il y a plusieurs chercheurs, Bruce Perry et James Cohen, qui ont vraiment regardé qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Et quand notre cerveau, notre système limbique peut être calmé, on appelle ça la co-régulation, s'il est en proximité d'un adulte bienveillant. Ça peut amener l'enfant dans un état de calme, dans un état de régulation, à cause du fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là-bas pour lui aider avec ça. C'est très important aussi de normaliser le besoin d'aide d'une manière calme et apaisante. C'est pas parce que tu as fait telle et telle chose que tu dois aller quelque part. Non, tu peux venir nous voir parce que nous, on va prendre soin de toi, on va t'aider. Et puis, on va essayer de fournir cette aide d'une manière bienveillante et sympathique parce que souvent, les enfants, ils ont un peu un sentiment d'honte. Ils savent qu'ils n'ont pas bien réagi, mais ils ne savent pas pourquoi. Je connais une petite fille de 14 ans qui a vécu des choses, puis elle est exactement ça que Charles a décrit avec sa réaction. Sa réaction était vite, 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 mais en réflexion, elle dit, Eva, je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je veux plaire aux adultes, mais je ne suis pas capable parce que j'ai des choses qui provoquent cette réaction en moi. Et puis, c'est exactement, elle a dit, ça m'aide beaucoup quand les gens comprennent que je ne le fais pas par exprès. Alors, c'est exactement qu'est-ce qui fonctionne, c'est que les adultes qui prennent en main la situation plutôt que d'essayer de contrôler. Et même avec une opposition importante, il faut vraiment travailler à rester responsable de la situation. Et oui, c'est nous, les adultes, qui vont des fois prendre des décisions, accepter les conséquences, mais on doit aussi accepter les conséquences. Juste pour vous donner un exemple, avec ce centre de bienveillance qu'on avait à l'école secondaire, il y avait un groupe de première année de secondaire 1 qui ont vécu beaucoup de difficultés le mois de septembre. Ils ont tous implémenté les conséquences, les suspensions, plein d'interventions utilisées avec ce groupe-là. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ont dit aux jeunes, vous allez passer parce qu'ils avaient des problèmes dans les couloirs, dans l'heure du dîner, quand les choses étaient beaucoup moins structurées. Puis on dit non, pendant l'heure du dîner, vous allez passer votre temps dans notre centre. Les jeunes n'étaient pas contents avec ça. Ils disaient non, on ne veut pas y aller, mais non, c'est nous, on a décidé, c'est ça que vous allez faire. Alors, c'est très important de maintenir on prend en charge la situation. Et j'ai dit aux gens, quand ils ont fait ça, j'ai dit, mais je pense que les jeunes n'étaient pas contents. Non, mais on va accepter le fait que, oui, ils vont exprimer leur frustration avec ça, mais nous, on va rester calme et on va leur dire, non, ça va passer comme ça. Mais aussi, c'est vraiment intéressant parce que après quelques semaines, les jeunes étaient vraiment contents d'être là. Ils avaient moins de suspensions, moins de conséquences. Ça allait bien pour eux autres et de petit à petit, on les a laissés de retourner dans les couloirs. Il y avait même une école à Walla Walla, Washington, parce qu'il y a une étude sur les effets qui résultent des expériences négatives vécues durant l'enfance. Et puis, ils ont tous regardé les effets sur le cerveau. Et puis, ils ont tout à fait changé leur façon de faire. C'était une école dans un lieu où c'était vraiment, l'école avait une très, très, très mauvaise réputation. Wow! Les gens, il y avait des explosions partout. C'était une école secondaire. Mais le moment qu'ils ont bien compris, c'était leur règle. Ne prenez pas personnel ce que dit un enfant furieux. Vraiment, agissez comme un canard. Laissez couler les mots sur votre dos comme des gouttes d'eau. Et ne reflétez pas le comportement de l'enfant. Réagir avec une réaction frustrée aussi. Prenez une profonde respiration. Attendez que la tempête passe, puis posez une telle question. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelque chose qui te dérange? Veux-tu en parler? Puis ils ont tout créé un film qui s'appelle Paper Tigers pour montrer les changements qu'ils faisaient au niveau de l'école. Ça ne veut pas dire qu'on peut laisser passer n'importe quoi devant les autres élèves, dans les couloirs, quand il y a plein de monde qui voit le comportement qui, souvent, selon le code de vie, n'est pas acceptable. Mais dans le centre de soutien, on peut
travailler avec ça. Et de petit à petit, les jeunes vont venir nous voir pour dire, ça ne peut pas bien passer pour moi cette fin de semaine, ça peut bien passer pour moi ce matin, j'ai besoin d'aide. Mais c'était cet aspect, cette façon de réagir qui a fait énormément le changement. Il ne faut surtout pas oublier que souvent, les enseignants ont dit ah, ben, vous avez des compétences, hein, la compétence 6, 7, au niveau de la gestion de classe, dans leurs 12 compétences. C'est aux enseignants à faire la gestion de leur classe. Oui, tout à fait, au niveau universel. Or, on ne peut pas non plus penser que les enseignants ont leur responsabilité seule de fournir toutes les conditions en permanence aux élèves ayant des besoins émotionnels pressants. Quand on regarde les études, hein, depuis l'inclusion de ces élèves-là dans les classes ordinaires, on voit énormément d'enseignants qui disent ben, je n'ai pas été formé à ça ou je ne sais pas comment faire. Puis ça augmente beaucoup le stress aussi des enseignants. Et quand on discute avec eux sur le terrain, ils nous disent ouais, mais moi, ma job, c'est d'enseigner aussi. Hein, c'est beau socialiser, mais il y a aussi instruire, qualifier qui fait partie des objectifs du PFEQ. Donc, à quelque part, ces enseignants-là, ben, ils veulent aussi pouvoir enseigner. Puis ils nous disent souvent ouais, mais qu'est-ce que je fais avec les 25 autres? Hein, j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois qui me prend énormément d'énergie. Qu'est-ce que je fais avec c'est quoi que je choisis? T'sais? Donc, à quelque part, ça prend une communauté autour de ces enseignants-là aussi quand on a des enfants qui présentent des difficultés émotionnelles quand même assez importantes qu'on voit apparaître dans les manifestations comportementales de ces enfants-là. Donc, c'est quoi le centre bienveillant? Hein? Juste pour vous ramener un peu, maintenant, on va parler du centre. Là. Oui, on a parlé de la théorie. On aurait pu vous en parler pendant des heures parce que, comme Eva dit, c'est beaucoup d'heures de théorie, mais on voulait quand même juste placer les paradigmes d'intervention là, à l'intérieur de ça dans un modèle de conceptuel là, pour pouvoir vous présenter le centre. Donc, c'est quoi le centre? Ben, je l'ai dit ça tantôt, Eva. Le centre, c'est comment qu'on fait ça? Hein? Comment qu'on utilise le centre? Parce qu'on pourrait mettre un centre comme ça, puis ça pourrait aussi très bien se transformer en centre de retrait dans une école. Hein? Ça, c'est sûr. Donc, le centre, c'est quoi? C'est que l'utilisation exacte du centre pour chaque élève est déterminée par une collaboration. Donc, c'est quelque chose qu'on se fait un plan d'école. Hein? C'est tout le monde qui réfléchit là-dessus. Oui, il y a l'équipe du centre de soutien bienveillant qu'on va définir tantôt. Il y a l'enseignante ou l'enseignant titulaire au primaire. Et là, il faut regarder hein, au secondaire, est-ce que c'est l'enseignant ressources, est-ce que c'est le titulaire qui est en charge de cet enfant-là le plus possible. Bien entendu, ça prend la direction dans ce projet-là. Tout le personnel du centre, ici, personnel étant le personnel qui est autour du centre, le personnel de soutien, les professionnels, les éducateurs spécialisés, les parents, parce que bien entendu, on ne peut pas utiliser cette adaptation-là sans pour autant que les parents ne savent pas qu'on l'utilise. Donc, ça s'inscrit à l'intérieur d'un plan d'action ou d'un plan d'intervention. Et l'élève, puis on le met en parenthèse, élève. Pourquoi? On a trop assisté à des plans d'intervention où l'élève était là et que les adultes discutent autour de cet élève-là, puis qu'on lui demande pas son avis, qu'on lui demande pas comment on peut l'aider. Or, ce n'est pas tous les élèves qui ont cette maturité-là, cette disponibilité-là aussi. C'est pour ça qu'on l'a mis entre parenthèses. On va le voir beaucoup hein, à l'intérieur du deuxième, troisième cycle du secondaire, bien qu'on peut aussi aider un enfant de préscolaire premier cycle à prendre part à son plan d'intervention. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc, les jeunes qui sortent fréquemment de la classe, hein, c'est qui? Comment on fait le choix des élèves qui vont intégrer le centre? Ben, c'est des enfants qui sont imprévisibles et explosifs. On ne sait pas quand ou avec qui, mais c'est des enfants qui sont très explosifs et imprévisibles. C'est des enfants qui, au niveau de la récréation, des dîners, des couloirs, hein, le temps non structuré qu'on appelle, ont des difficultés à s'entendre avec les autres, beaucoup de conflits sociaux. Or, c'est intéressant de voir qu'on ne peut pas être social si on n'est pas intégré dans la vie. Hein. Si on n'est pas capable de s'autoréguler, c'est difficile après ça d'être socialement adéquat ou d'utiliser des stratégies sociales. Donc, c'est des enfants qui vont avoir des difficultés au niveau social. Difficultés avec des situations spécifiques, hein, des enfants qui sont fragiles à des enseignants spécialistes, soit des enseignants suppléants. Des journées arc-en-ciel.
Eva, tu veux-tu expliquer c'est quoi des journées arc-en-ciel? Ah oui, ça veut dire que des fois, on trouve, et puis ça s'est passé une fois avec une classe de deuxième année, où chaque heure, ils ont eu une autre adulte dans la classe. Alors, à la fin de la journée, ils ont eu au moins 5 enseignants pendant la journée. Puis dans des journées comme ça, c'est tellement difficile pour les enfants parce que l'attachement est tellement difficile pour eux autres. Ils ont souvent des difficultés. Des fois, on ne peut absolument rien faire avec un horaire comme ça, mais c'est important de reconnaître que l'horaire et les comportements qui viennent avec un horaire comme ça, la responsabilité, c'est sur les adultes à gérer la situation. Oui, parce qu'à quelque part, si on ne fait pas grand-chose, ce qui va arriver, c'est qu'on va intervenir et puis on va faire des retraits. Parce que les enfants, ils vont faire des comportements qui vont être inacceptables par rapport au code de vie de l'école ou de cette classe-là. Et avec raison. Mais on est aussi bien de travailler en prévention puis de dire, bien, on sait que cet enfant-là, par expérience, a des difficultés comportementales qui nous amènent à croire qu'il y a de la misère à se plugger sur 5 enseignants en même temps dans une journée. Bien, on est aussi bien de l'envoyer à se connecter à quelqu'un d'autre avec qui la relation est déjà établie dans un endroit sécur. Et là, on va faire vivre des réussites à cet enfant-là. Et parallèlement, à cette classe-là aussi. Des jeunes vivant des situations familiales difficiles, on le sait, on a des enfants qui, des fois, sont placés. On arrive le lundi matin, le mardi, puis il y a eu un placement d'urgence. Ces enfants-là doivent quand même être à P1 en français. Est-ce qu'il est disponible à l'apprentissage ou il est davantage plus en hypervigilance? Ben, je pense que quand tu es placé en urgence, tu ne dois pas être très, très disponible à l'apprentissage. Donc, pour certains de ces enfants-là, ben, c'est des choses comme ça le centre peut être très utile. Des jeunes très anxieux hein, au niveau des fois, de la période des examens ou de l'imprévisibilité, quelque chose qui est hors de leur contrôle, la nouveauté, bref, les 4 facteurs de stress qu'on sait ciné. Ben, il y a des enfants qui ont des hyper-réactivités par rapport à ça. Hein, des obsessions, des compulsions, des fois des phobies, des pensées irrationnelles. Donc, le centre peut être aussi à quelque part un endroit là, pour les aider, là, ces enfants-là, bien entendu, à trouver un repos. Euh, Déterminer aussi les heures prévues. Hein. Et ça, c'est selon le besoin. Donc, on est vraiment dans une approche orientée sur les besoins et non sur voici comment ça fonctionne pour tous les enfants. Donc, on a une approche qui s'appelle Check and Connect où on dit aux enfants voici à quel moment tu vas retourner dans ta classe, voici à quel moment tu vas te connecter sur quel adulte et on établit à l'intérieur d'une cédule qui s'appelle une grille horaire ces points de contact-là qui sont nécessaires pour ces enfants-là. Parce que des fois, ces enfants-là, c'est je m'en vais au service de garde ou pas. Là, ils rentrent dans la classe, ils s'attendaient que ce soit son enseignant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout. L'accueil n'est pas nécessairement fait. Le point, tu sais, je veux dire, c'est des enfants qui sont hypersensibles. Des temps en classe raccourcis. Hein. Quand on passe de réintégration, le but, c'est d'amener cet enfant-là à réintégrer tranquillement avec des temps de classe raccourcis pour l'aider à vivre des réussites aussi où ce qu'on va y travailler certaines choses qu'on va observer aussi durant cette réintégration-là au centre. Pendant certaines activités de classe, pendant certaines matières, il y a des enfants qui, malheureusement, ne fonctionnent pas dans toutes les matières. Récréation dans un refuge. Des enfants qui se mettent dans le trouble à toutes les récréations, puis que nos interventions, c'est ben, pourquoi tu as fait ça? Va-t'en en réflexion ou la prochaine récréation, tu vas rester avec moi, puis tu vas faire des devoirs ou bien même va faire du piquet. Hein? Ça arrive encore, là, des choses comme ça, où on bille plus sur le modèle de dire, ben, essaye de comprendre d'une conséquence plutôt que de dire non, on va te protéger. On va te protéger, mon homme. Au lieu de t'envoyer avec des serpents, si je reprends mon exemple de tantôt, ben, on va te mettre dans une maison anti-serpent qui s'appelle le Centre de soutien bienveillant. Des fois, le dîner aussi. Hein. Service de garde, un contexte qui est quand même assez vulnérable pour ces élèves-là, se retrouvent avec beaucoup d'enfants en même temps, peu d'adultes, dans quelque chose de non structuré. Hein. Bien entendu, c'est un dîner. Hein. Fait que c'est sûr et certain que c'est moins structuré. Or, c'est là qu'on voit beaucoup les conflits sociaux aussi de ces enfants-là. Donc, les faire dîner au centre et tranquillement. Hein, le but encore, c'est quoi? C'est de réintégrer. C'est pas de le protéger, puis de le protéger, puis de dire non, 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 mais c'est de dire on va y aller quand que tu vas être prêt, quand je vais juger que tu sois prêt. Puis,
quand on va y aller, ben, on va mettre les conditions aussi de réintégration en place pour qu'on puisse t'accompagner. On n'envoie pas l'enfant là tout seul. Il y a tout le temps un éducateur qui est là, qui l'accompagne aussi par rapport à ça. Donc, le centre n'est pas tout le temps plein. Le centre n'est pas tout le temps vide. Le centre, c'est comme un centre d'achat. Hein, il y a du monde qui rentre, puis il y a du monde qui sort, mais c'est quelque chose qui est planifié, puis on va expliquer tantôt c'est quoi la planification par rapport à ça. Bien entendu, le centre, oui, il fonctionne de façon planifiée, mais aussi de façon ponctuelle, hein, comme prévention. Oui, on a des enfants qui vont avoir des difficultés d'ordre comportemental situationnel. Donc, on voit que l'enfant, ben non, avec un enseignant suppléant, ça ne fonctionne pas. On fait de l'observation, la fonction du comportement. On voit que cet enfant-là, il n'est pas bien dans cette classe-là quand cet suppléant est là. De part l'effet relationnel ou de par le fait que, bon, lui a vécu des choses dans le passé qui font en sorte qu'il a de la misère à faire confiance, ben oui, situationnellement parlant, on peut utiliser le centre. Quand la situation à la maison est difficile, hein, quand on sait qu'il se passe des choses par l'entremise des services sociaux, de nos professionnels en milieu scolaire, quand l'élève n'est pas en forme, hein, nous autres, on a ce qui s'appelle des congés quand on n'est pas en forme. Les enfants, ils n'ont pas ça, des congés. Il faut qu'ils arrivent à l'école pareil, puis ils amènent leur trailer, ils amènent leur bagage avec eux aussi, des fois émotionnel. Puis des fois, ils ne sont pas disposés à l'apprentissage, mais ils doivent être assis, ils doivent être compétents, ils doivent apprendre. Bien, pour un cerveau un peu fragile ou un peu vulnérable, bien, ça peut être la goutte qui fait déborder le vase. Tu sais. Lorsque l'enseignant détermine qu'une pause est nécessaire, oui, hein, l'adulte peut dire c'est trop pour lui. Hein, il faut le laisser digérer avant de lui donner d'autres nourritures. C'est quelque chose qui est normal. Hein, donc, oui, on peut dessus, il est trop vulnérable, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Et là, au lieu d'utiliser un retrait qui dit va-t'en avec une éducatrice spécialisée te réparer pour que tu reviennes quand que tu. Non, c'est davantage dire je vois que tu es en détresse, je vais te confier à quelqu'un qui va prendre soin de toi parce que moi, clairement, je ne peux pas, mais tantôt, je vais venir te voir. Donc, il y a tout le temps la passerelle aussi avec l'enseignant pour maintenir cette relation-là. Quand le jeune est en crise, bien entendu, ou qu'on voit que la crise est imminente, ben oui, ça peut être un lieu pour. Parce que c'est très vulnérable de faire une crise devant tout le monde. C'est très honteux, c'est très culpabilisant aussi. Souvent, les enfants ne se souviennent plus de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit. Il y a un très grand sentiment de honte. Donc, oui, le centre peut accueillir cet enfant-là en prévention de la crise et de la désorganisation, bien entendu. Des interventions clés, bien entendu, des adultes bienveillants, un environnement calme, une structure, une prévisibilité, un horaire. Je regarde un peu Nancy Godreau qui parle des compétences en gestion de classe. Ben, c'est ça aussi. C'est quoi tes attentes? C'est quoi l'horaire? C'est quoi les règles? Hein? Parce qu'il faut les modéliser aussi, ces règles-là, à l'intérieur de ce centre-là, bien entendu. Possibilité de parler. Hein? C'est un échange. Hein? Oui, tu as le droit ici de parler. Variété d'espaces apaisants. Il y a plusieurs zones dans ce centre-là qu'on va vous présenter avec des photos tantôt pour aider ces enfants-là, parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont besoin d'être dans le coin refuge. Il n'y a pas tous les enfants qui ont besoin de faire de l'activité motrice pour ça. Tu sais, je veux dire, ça dépend aussi des besoins. Donc, une variété d'espaces apaisants, comme je viens de dire. Des lieux, des activités pour aider à traiter les émotions, à exprimer nos émotions, à nommer nos émotions, à ressentir nos émotions. Ça, on en parlera plus dans notre atelier d'après-midi. Il y a du soutien pédagogique. Oui, il y a des enfants qui vont venir faire leurs travaux, leurs examens, qui vont venir faire leur page 3 en mathématiques parce que c'est là que ça les apaise. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Plutôt que de se battre avec lui en classe, oui, ça peut l'aider. Maintenant, si c'est situationnel, OK, mais si ça devient quelque chose de plus périodique, de plus planifié, bien, à ce moment-là, bien, on va regarder comment on peut aider cet enfant-là à revenir tranquillement en classe, faire ses travaux. Des outils nécessaires pour travailler, communication avec les enseignants pour relier les stratégies d'intervention à la classe. Bien entendu, ce qu'on va observer dans ce centre-là, ce qu'on va développer dans ce centre-là, il faut le partager aux enseignants. Parce que si cet élève-là est accueilli d'une façon bienveillante dans la classe avec des stratégies particulières et que le prof titulaire garde ses propres stratégies qui n'ont pas démontré d'efficacité, bien là, c'est là que l'accompagnement, le co-développement, que la formation, que l'information, que des rencontres
pour partager et dire d'une façon systémique, on va appliquer la même chose parce que ça fonctionne. Donc, l'objectif, c'est de garder l'élève engagé dans ses apprentissages. Et ça ne veut pas dire que cet enfant-là, pour être engagé dans ses apprentissages, doit être continuellement dans la classe. Il y a des enfants qui font beaucoup d'apprentissage dans ce centre-là, on l'a expérimenté. Or, on a tranquillement ramené ces enfants-là dans une classe régulière et les répercussions ont été super intéressantes. Il y a des conditions de succès, un soutien administratif, tant au point de vue organisationnel, les horaires, planifier les moments de rencontre, planifier la formation, l'accompagnement, que le soutien financier, bien entendu. Ça coûte des sous, un centre comme ça. Soutien du personnel de l'école. Il faut que le personnel s'engage là-dedans. Il faut que le personnel trouve qu'il y a un besoin, puis ce besoin-là, on l'identifie en collectif, en équipe école, puis qu'on se trouve des stratégies qui s'appellent le Centre de soutien bienveillant, de dire, oui, comme équipe école, avec, par exemple, le comité EHDA, on dit qu'une partie de l'argent va aller dans le CSB. Et là, d'une façon commune, on s'engage comme équipe école. La direction va falloir qu'il présente le CSB, qu'il présente l'intention derrière ça, parce que si ce n'est pas fait, ça va se transformer en centre de retrait comportemental. Puis pas que les centres de retrait comportementaux ne sont pas corrects, ici, on ne discute pas de ça, mais c'est de dire, va-t'en ailleurs. Ça peut être très vulnérable pour les enfants qui ont des difficultés dans l'attachement ou des défis dans l'attachement ou ce qu'on leur fait vivre encore de la séparation, gros comme le bras. Le soutien des professionnels, oui, ça prend un professionnel qui est au centre pour accompagner, pour planifier, pour observer, pour orienter les interventions. Création d'une équipe de coordination. Pourquoi l'équipe de coordination? Parce que ce n'est pas tous les élèves qui rentrent là parce que le prof juge qu'il doit aller là. Il y a un comité d'accès, il y a des choses que l'enseignant doit mettre en place avant au niveau universel, une gestion de classe efficace, au moins avoir créé ta relation ou d'avoir tenté l'établissement de pratiques probantes aussi, au niveau pédagogique aussi. Donc, l'enseignant doit venir nous présenter l'élève qui, lui, pense qu'il a besoin du soutien du centre bienveillant et le comité de coordination qui est souvent le professionnel, la direction, deux profs et l'équipe du centre, reçoit la présentation de cet élève-là et avec tout le monde vont regarder est-ce que c'est réellement comment je vais dire ça, est-ce que c'est vraiment le programme qui est nécessaire ou il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place dans la classe avant d'aller là? Bien entendu, mettre en place des rencontres régulières de l'équipe parce qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle de nos observations, il faut qu'on se parle des progrès, puis il faut qu'on se parle du plan d'action qu'on va mettre en place pour cet élève-là avant même que cet élève-là rentre dans le centre. Ce n'est pas dans 3 mois qu'on va faire un plan d'action ou d'intervention, c'est là, avant même qu'il rentre, pour dire quel genre d'intervention on va mettre en place pour qu'il retourne dans sa classe régulière. Et bien entendu, la formation continue. Pourquoi? On vous a parlé d'approche développementale, d'approche axée sur des traumas, sur le cerveau. Or, ce qu'on constate, c'est que ces enseignants-là qui sont avec ces élèves-là ont peu de connaissances par rapport à ce type d'élèves-là, à ce qui se passe au niveau émotionnel, le développement aussi du cerveau et du développement. Donc, à quelque part, c'est un petit peu le rôle des professionnels et des soutiens régionaux à ce moment-là d'accompagner ces équipes-là dans une démarche d'accompagnement planifié. Ce n'est pas « on va revenir un moment donné ». Non, c'est planifié. C'est des rencontres aux 2 semaines, aux 3 semaines, tout dépendant, bien entendu, de la grosseur de l'école, de l'équipe, de l'accompagnement, mais il faut toujours mettre quand même des conditions d'accompagnement efficaces. C'est quoi la rencontre de support conseil? En fait, le professionnel est impliqué dans la démarche, je l'ai dit tantôt. Ce qu'on a proposé comme modèle, c'est une rencontre par cycle d'une durée minimale de 3 heures. Il y a des personnes qui disent « Ah, c'est beaucoup ». C'est des enfants à grands besoins. C'est des enfants complexes. C'est des enfants que leur réalité, nos interventions là, ont échoué. Là. Je veux dire, à quelque part, il faut qu'on s'assoie, qu'on prenne le temps de réfléchir, d'observer, de mettre en place des interventions et après ça, de revenir valider.
est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Oui, la direction devrait être présente dans ces rencontres. On marque devrait, on sait que, bon, souvent, ils ont des rencontres aussi administratives, mais ça fait partie de ce qu'on demande à la direction de dire, ben oui, préférablement pour savoir un peu ce qui se passe avec ces élèves-là, ben oui, parce qu'aussi, il y a un regard administratif dans ce sens où si l'enseignante titulaire, elle ne s'implique pas autant qu'on aurait voulu, ben, c'est à la direction de rencontrer cette personne-là pour aller la ressolliciter à l'intérieur de cette démarche-là. C'est quoi les objectifs de la rencontre? Ben, réévaluation du plan d'action pour chaque élève, questionner sa santé mentale, pardon, la santé émotionnelle des intervenants. Traumatisme du carrière, fatigue de compassion, c'est des choses que les intervenants qui sont jour après jour avec ces élèves-là peuvent éventuellement ressentir. Et souvent, on met notre regard sur l'élève. Il va-tu bien, l'élève? Oui, mais pour qu'un élève aille bien, il faut que la personne qui s'en occupe aille bien aussi. Donc, c'est important de prendre un moment de cette rencontre-là pour dire, hey, gang, comment vous allez? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vivez ça? Hein, il y a eu des interventions très de désorganisation. Ça peut être assez traumatisant, une désorganisation, où ça peut nous amener à vivre des émotions qui, si on ne les partage pas, bien, à quelque part, l'épuisement aussi peut être une manifestation de ça. T'sais. Donc, c'est important d'aller sonder notre équipe, comment ils vont. Discussion sur les élèves potentiellement à accepter. Donc, oui, il y a des enfants qui vont peut-être arriver au comité bientôt. C'est qui? Est-ce que vous les avez déjà vus? Voici un petit peu comment ils sont. Planification des changements apportés dans l'intervention afin de supporter l'élève en classe. Donc, oui, suite à de certaines réintégrations, bien, comment que ces élèves-là ont réagi et comment qu'on oriente l'intervention face à ça aussi. Espace physique, hein? C'est quoi le centre? Ben, il y a une salle de classe qui est dédiée. Hein? Bien entendu, ça prend un espace quand même assez grand. Bien entendu, si possible, une salle des émotions qui n'est pas trop loin. On ne rentrera pas dans les salles des émotions parce qu'Eva et moi, on présente ça en après-midi. Le personnel, ben, ce qu'on souhaite, c'est le financement pour 2 adultes à temps plein. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, comment on fait ça? Ben, 2 éducatrices dans un centre qui se promènent ou 2 éducatrices qui se promènent à répondre aux urgences, c'est les mêmes 2 éducatrices. C'est une question de regarder où est-ce qu'on met le temps, où est-ce qu'on met l'énergie hein, pour essayer d'organiser un programme qui fonctionne en milieu scolaire. Un budget, bien entendu, pour l'aménagement de la salle, le matériel d'intervention, la nourriture, oui. Pourquoi? Ben, modèle nurture a été démontré comme étant efficace aussi avec ces enfants-là. Et un des concepts de nurture, c'est de prendre un petit déjeuner avec eux. C'est de les nourrir, c'est de passer par la relation par les sens. Et souvent, ces enfants-là, ben, à quelque part, ils ne prennent pas le temps des fois de déjeuner le matin ou de se déposer à l'intérieur d'un rapport à l'adulte qui est bienveillant, qui passe autour d'un repas. Donc, je ne vous dis pas non plus que c'est des repas œufs, bacon, patates, mais une petite toast, un petit jus, une petite compote, viens t'asseoir, on va jaser, ben, c'est un environnement qui est beaucoup plus, beaucoup mieux pour ces enfants-là que dans le corridor, on va se parler. Dépenses en cours, hein, bien entendu, il y a des fois des dépenses qui sont en cours. Formation continue du personnel, oui, dans le financement, il faut falloir penser à ça. Sélection judicieuse des élèves, bien entendu, par le comité d'accès et un plan d'action pour chaque élève dès son arrivée qui sont la base. Ça c'est des incontournables. On ne peut pas penser à accueillir un élève dans ce centre-là et dire ah, bah, on verra. Non, c'est planifié. Là. On a déjà des observations de fait là, pour que l'enfant soit rendu à cette étape-là. L'attitude du personnel, hein, oui, on demande à un personnel d'être orienté vers la relation. On demande à un personnel de prendre en charge la situation, d'être un alpha, d'être la personne qui va répondre aux besoins de ces enfants-là. Et répondre aux besoins de cet enfant-là, comme Eva disait tantôt, c'est aussi l'encadrer. C'est aussi d'appliquer des impuissances, d'appliquer des conséquences. Or, le problème qu'il y a, c'est souvent quand on applique cette conséquence-là, on brise la relation.
Le but, c'est de conserver la relation indemne, de dire oui, mon homme, ton comportement, je ne peux pas, mais on va trouver une solution ensemble. Capable de réflexion et ouverture lors des discussions en équipe ou quand les interventions sont révisées. Bien entendu, les personnes font des erreurs dans l'intervention. On est humain, hein, ça m'arrive encore moi aussi. Et c'est d'avoir cette capacité-là aussi d'intégrité, de regarder une situation puis de dire, oh boy, OK, je suis allé trop loin ou comment j'aurais pu intervenir autrement. Compréhension des maturités puis des impacts des traumatismes complexes du comportement des élèves. Hein, il faut changer notre lunette de perception. Si j'ai une perception que cet enfant-là veut prendre le contrôle, que cet enfant-là veut diriger, que cet enfant-là fait exprès, qu'il me cherche, ma réaction dans mon compte transfert va être non, c'est moi le boss, mon homme, dans une attitude un peu coercitive, punitive. Mais si on voit que cet enfant-là se défend d'une situation qui l'a accablé, qui ne me concerne pas, je prends une distance émotionnelle et je suis capable d'aider cet enfant-là dans mon rapport à lui. Ouvert à créer un environnement pour les élèves immatures, puis la gestion des comportements par une structure et non pas par des conséquences. Ce n'est pas des conséquences qui nous aident à structurer un enfant, c'est une structure. C'est l'établissement de règles, c'est la modélisation de ces règles-là, mais c'est aussi l'attachement qu'on va avoir avec cet enfant-là qui, par ce dernier, va vouloir être bon pour nous, va vouloir se déposer à l'intérieur d'une relation sécuritaire. Et là, on peut commencer à aider ces élèves-là. Les formations, il y en a certains cours de l'Institut Neufeld qui se trouvent en ligne, comprendre l'agressivité, sciences des émotions, comprendre l'anxiété, comprendre la contre-volonté, qui sont vraiment intéressants. Aussi, Delphine Colline Vézina, si vous avez la possibilité d'écouter certaines de ces émissions sur le programme ARC qui est lié avec les enfants en traumatisme et le livre de Bessel van der Kolk qui existe en français, au moins quelques chapitres qui sont intéressants. Aussi, Delphine Colline Vézina a un livre aussi sur les traumatismes. Et juste informer sur le développement du cerveau. Il y a plein de choses sur l'Internet qu'on peut trouver sur le développement du cerveau, très visuel. Mais juste, c'est très important de continuer la formation qui est importante. Tout à fait. Donc, plus au primaire, à quoi ressemble un centre de soutien bienveillant? Ben, tu as une zone d'entrée. Hein? Tu ne rentres pas au centre comme ça. Hein? C'est pas tu ouvres la porte, hey, salut tout le monde. Il y a une zone d'entrée, une zone d'accueil où ce que l'adulte vient rencontrer l'élève, où ce qu'on offre aussi à cet élève-là plusieurs façons de comment tu veux être. Tu veux être t'asseoir dans la bulle? Tu veux aller au coin plus moteur? Tu veux aller dans ton bureau? Tu sais, on offre des choix. C'est visuel, c'est concret. Espace pour les activités, parce qu'on fait des activités en groupe aussi. Il y a des espaces pour se calmer, hein, dans ce sens où un espace où ce que des fois, l'enfant il a besoin de juste être seul, de juste se retrouver avec lui, qui ne peut pas nécessairement faire dans une classe. À nous autres, là, comme adultes, quand on ne va pas bien, on fait quoi? On va s'isoler dans un endroit qui nous apaise. Ben, c'est un petit peu ça aussi qu'on veut proposer à ces enfants-là. Et des fois, juste faire ça, juste arriver au centre, dire j'ai besoin d'un 5 minutes ou d'un 10 minutes, puis ils s'en vont, touc, puis ils reviennent dans la classe, ben, ça fait le travail. Espace de travail avec les adultes, parce que oui, au niveau pédagogique, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ce centre-là. Zone de travail individuel, bien entendu, matériel d'intervention, hein, un espace facile à trouver où il y a des objets proprioceptifs, où il y a des programmes, où il y a du matériel, panier de travail. Hein, on planifie avec l'enfant qui sont là d'une façon plus planifiée le travail. Donc, au lieu de qu'il cherche dans son sac et qu'il perd du temps, non, c'est planifié, sors ton tiroir en mathématiques, outils nécessaires dans les paniers communautaires et les zones de cuisine. Une zone de cuisine bien important. Là, puis là, c'est pas obligé d'être la grosse cuisine high-tech. Là, une table, des chaises, un frigo, un four à micro-ondes, puis un grille-pain, puis et voilà, là, on a une cuisine, puis c'est ça. Donc, on vous a mis des photos. Hein, comme on voit ici, l'enfant y arrive. Il y a plusieurs choix. Hein, il rentre. Comment tu veux rentrer ici? De quoi tu as besoin? Parce que ce n'est pas toutes les fois qu'on a besoin des mêmes choses. Puis ce n'est pas tous les élèves qui ont besoin non plus du même moyen. Puis as-tu besoin de parler, d'écrire, de dessiner? Donc, on a vraiment une multitude
de moyens pour que l'enfant puisse se déposer. Super intéressant en plein milieu en haut, ce banc-là avec un cocon. C'est vraiment bien. C'est comme un paravent. L'enfant, il peut aller se réfugier là-dedans. Sinon, une tente, on a des enfants qui ont besoin pour se sécuriser, hein, parce qu'on garde en tête qu'ils sont en hypervigilance, on garde en tête que l'environnement est quelque chose de pas sécure pour eux. Ben oui, leur offrir un endroit où ils peuvent se réfugier, où ils peuvent, hein, s'apaiser, c'est quelque chose qui fonctionne bien là, avec ces enfants-là. Puis après ça, on peut rentrer en intervention avec eux, bien entendu. Zone de calme, hein, intéressant, en haut à gauche, hein, la personne elle peut aller se réfugier en dessous de son bureau. Et ça, on ne peut pas accepter ça dans une classe régulière. Un enfant qui va se cacher en dessous de son bureau. Par contre, au centre bienveillant, oui, on peut, parce que cet enfant-là peut aller là, hein, commencer à sécuriser une intervention d'un adulte et après ça, se remettre au travail. Après ça, être disponible au travail parce qu'on est allé l'aider à ressentir, à traiter un petit peu plus ses émotions qui envahissaient complètement son système limbique. Zone d'enseignement. Pour l'enseignant, peut-être l'orthopédagogue ou peut-être l'éducatrice spécialisée qui ne peut pas donner d'enseignement, mais qui peut accompagner sur un enseignement qui a été fait auparavant par un enseignant dans la classe. Matériel d'intervention, hein, facile à trouver. Donc, vous voyez, on voulait vous montrer des photos. Là. Le but, ce n'est pas de recopier ça, mais c'est de vous dire que ce n'est pas juste théorique, là, on l'a mis en place. Là. OK, au secondaire, on a à peu près les mêmes choses, mais un peu plus pour les plus âgés. Alors, le zone d'entrée, ici, c'est exactement ça pour éviter que le jeune dérange le groupe. Encore une fois, c'est très important. On va amener l'enfant, le jeune à comprendre comment tu vas entrer, qu'est-ce que tu vas faire. Ici, il y avait comme un petit journal de bord que l'enfant devait remplir, le petit poisson qui était là. Alors, comme ça, et à ce moment-là, l'adulte pourrait venir chercher le jeune et parler de qu'est-ce qui se passe et comment il pourrait lui aider. On avait une cuisine et une section de détente avec, c'est ça, c'était pendant les pauses, l'heure de récréation, l'heure du dîner, on a utilisé ce lieu-là. Mais parce que nos jeunes sont immatures, c'est très important d'avoir les structures visuelles aussi. Alors, le zone de détente est différent de la zone de travail. Et c'est clair pour les élèves quand la cloche sonne. Pour la plupart, on va aller essayer de travailler, on va s'impliquer avec nos apprentissages, mais ça se peut que les adultes vont prendre quelques-uns des jeunes pour aller plus loin avec eux autres. Intéressant, on a créé plusieurs zones de travail et puis on a utilisé les structures dans la salle parce qu'on n'a pas une salle à part, mais pour diviser les lieux. Ici, ils ont utilisé les casiers aussi pour créer un lieu de calme. Mais pourquoi on a les casiers? Parce qu'il y a certaines de nos jeunes qui ont tellement de difficultés ils oublient tout le temps le matériel. Alors, ils viennent pour être organisés au début de la journée, pendant toute la journée, pour s'organiser, pour arriver en classe avec tous les matériaux qu'il faut pour au moins prévenir des problèmes avec ça. Donc, la clé de toute intervention, c'est de lire l'élève devant nous et de mettre en place des interventions adaptées qui le soutiendra à ce moment-là. Cela profite non seulement à l'élève, mais également à l'enseignant, puis au groupe classe et à l'école. Donc, il nous reste environ 4 minutes rapidement. Je vous disais, on l'a expérimenté. Ce n'est pas une recherche d'action, ça n'a pas été non plus un questionnaire validé, c'est expérientiel. Donc, dans ma commission scolaire, mon centre de service scolaire à moi, on l'a implanté dans une école, puis on a fait une école aussi témoin. Donc, il y a 2 écoles qui ont été questionnées, dont une, bien entendu, ayant fait l'implantation du CSB avec la mesure 15313, il y a à peu près 2 ans ou 3 ans, qui a été octroyé par le ministère de l'Éducation. C'est un questionnaire auto-administré, échelle de réponse de type Likert à 4 choix de réponse. 12 questions pour le questionnaire administré aux directions aux enseignants. 11 questions pour le questionnaire administré aux éducatrices spécialisées. Il y a un questionnaire pré-test qui a été fait en juin 2019 et post-test qui a été fait en juin 2020. 27 enseignants ont répondu à celui de 2019 et 25 enseignants à celui de 2020.
Voici un exemple de question qu'on a posée. Cette année, quel est votre niveau de satisfaction en lien avec l'efficacité des interventions réalisées auprès des élèves présentant des difficultés d'ordre comportemental dans votre école? Cette année, quelles ont été les répercussions des difficultés de comportement des élèves sur votre capacité à enseigner dans la classe? Cette année, quels ont été les impacts des difficultés de comportement des élèves sur votre sentiment de bien-être personnel? Puis cette année, à quelle fréquence les comportements problématiques à l'extérieur de votre classe perturbaient le fonctionnement à l'intérieur de votre classe? Parce qu'on les voit aussi, ces élèves-là, des fois, à l'extérieur de la classe, ils ont des comportements qui peuvent aussi perturber les classes au travail. Donc, les constats, hein, qu'est-ce qu'on a vu, on a pu retirer de ça? Bien, il y a une satisfaction, je l'ai dit vite celle-là, hein? Il y a une satisfaction quant à l'efficacité des interventions auprès des élèves présentant des difficultés de comportement. Selon les enseignants. Donc, dans l'école d'implantation, il y a eu une augmentation de 26 Les enseignants ont dit, ah oui, c'est vraiment efficace, nos interventions qu'on met en place, versus une diminution de 10 de cette même satisfaction pour l'école n'ayant pas ce service. Il y a une fréquence des comportements dérangeants sur le fonctionnement de la classe. Bien, il y a une diminution de 10 par l'école d'implantation, tandis qu'il y a eu une augmentation de 33 de la fréquence de ces mêmes comportements-là, une intensité très importante, vécue de manière quotidienne et permanente pour l'école qui n'avaient pas ce service-là. Comportement qui perturbait le climat scolaire, bien, il y a une réduction de 22 hors classe pour l'école d'implantation, tandis qu'il y a une augmentation de 12 dans l'école où l'implantation n'a pas eu lieu. Au niveau de l'impact des comportements difficiles sur le sentiment de bien-être des enseignants, il y a eu une diminution de 18 des impacts pour les répondants dans l'école qui avait eu une implantation, tandis qu'il y a une augmentation de 13 des impacts, même qualifiés des temps de profond dans l'école qui n'a pas eu d'implantation. Tout fait confondu, le CSB a été mentionné comme étant un programme efficace quant à la gestion des élèves présentant des difficultés d'ordre comportemental, puis la diminution des comportements perturbateurs et un impact sur le fonctionnement de la classe et hors classe. Il y a une prise en charge plus rapide en fonction de la réponse aux besoins de certains élèves à besoins particuliers, a été également mentionné par les répondants. Depuis, on a pu observer une réintégration en classe quasi totale pour les élèves ayant fréquenté le centre de soutien bienveillant. Comment on peut interpréter ces résultats-là rapidement? C'est sûr qu'on ne peut pas considérer qu'à lui seul, le CSB est responsable des constats mentionnés. Dans ces deux écoles-là, il y avait une différence de direction, une différence de personnel, une différence des éducatrices spécialisées. Il y avait d'autres programmes. Il y a la perception des enseignants aussi quant aux difficultés de comportement, le changement du personnel de soutien entre les deux passations. Il y a eu une crise. Pandémique, là, il y en a eu une, qui a mené à l'arrêt aussi temporaire du service scolaire au printemps 2020. Et je vous dirais que ça a complexifié un peu la prise de données post-test. Nous pouvons par contre considérer que l'implantation du CSB, notamment dans les commentaires des enseignants dans le questionnaire, est contributif au mieux-être et à une intervention plus adaptée aux élèves présentant des difficultés d'ordre comportemental en classe et hors classe, ayant comme un impact direct sur le climat scolaire. Fait intéressant à considérer, l'école qui n'avait pas vécu l'implantation va le mettre en place en 2021-2022. Et depuis ce temps-là, dans mes centres de services scolaires, 3 écoles ont amorcé cette année un virage pour une implantation dans la prochaine année scolaire là, de ce type de centre-là. Oui, c'est ça. Quand une fleur ne fleurit pas, vous réparez l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. Et c'est ça qu'on va essayer de faire parce que si on change l'environnement, la fleur va et le jeune va développer et maturer comme il faut. Pour mes écoles anglophones, nous avons créé un site web. Il y a une partie qui c'est cebmaffaires.ca qui est en français, mais pas tout n'est pas en français, mais vous voyez ici en bas, le centre de soutien bienveillant primaire et aussi des directives, une liste d'articles suggérés pour les primaires et un centre de soutien bienveillant secondaire où on a décrit avec beaucoup, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Il y a aussi une petite vidéo qui est là pour voir visuellement. On voulait mettre les documents sur le site de conférence, mais on n'a pas réussi à mettre plus qu'un document. Mais si vous allez sur le site et le parti Centre de soutien bienveillant, vous pouvez télécharger les documents pour les utiliser. Et je pense qu'on va arrêter la partage pour voir les questions. Oui, bien écoute, Eva, je vais te proposer, je vais les lire, puis on répond. Ça va? Oui, ça va.
Si on peut répondre. Bonjour, je me questionne à savoir quelle est la principale différence entre le centre de soutien bienveillant et la classe kangourou. Mais le classe kangourou, c'est une classe spécialisée et le centre de bienveillant n'est pas une classe spécialisée. On n'a pas besoin d'un enseignant engagé pour le centre. Alors, comme ça coûte un peu moins cher. Et ça peut aussi, le classe kangourou, ça supporte au moins à peu près 8 à 10 élèves. Et le centre de soutien, on peut vraiment, celui qui fonctionne bien, on peut avoir de 30 à 20 à 30 élèves pour qui on peut avoir une réponse et une intervention. Oui, puis souvent, le centre kangourou, c'est un centre commission scolaire hein, financé par les services éducatifs, tandis que le centre bienveillant est financé dans une école par le budget de l'école. Il y a aussi dans le centre kangourou, en tout cas pour certaines commissions scolaires, mais souvent, il faut avoir, en tout cas, du moins l'établissement d'un diagnostic code 53, code 14, code 99, tandis que le centre de soutien bienveillant, il n'est pas obligé d'avoir une code ministérielle, là, qu'elle soit 12, 14, 53 pour aller là. Exactement. Et d'autres adultes qui nous disent avez-vous des. Oui. Juste un petit autre que j'ai vu, c'est que votre description correspond beaucoup à nos classes kangourou. C'est basé sur les mêmes théories. Okay. Peut-on récupérer la perte du volume du cortex ou calleux? Si oui, de quelle façon? Oui, on le peut parce que le cerveau est très, très, comme on dit, plastique. C'est capable mais ça prend le repos et ça prend du temps et avoir beaucoup de patience. Et pour certaines de nos jeunes, malheureusement, à cause de leurs circonstances qu'ils trouvent à la maison, ils retournent à nos écoles. Malgré toutes nos interventions, le cerveau va être affecté. Mais l'approche développementale, l'approche qui comprend le développement du cerveau, on sait que le cerveau est capable de au moins compenser pour les difficultés. Mais ça va prendre du temps et ça prend un environnement sécurisant pour faire des changements au niveau du cerveau. Avez-vous des suggestions d'adaptation de ce local en situation de COVID? Car, on va se le dire, avec le concept de bulle classe, cette proposition est impossible. On a plusieurs des centres comme ça qui étaient établis avant le COVID et Et puis on voilà. a demandé exactement la même chose, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont réaménagé un peu la salle pour éviter que les enfants se croisent trop souvent, mais je pense avec les précautions qu'ils ont fait, avec le fait que les enfants étaient un peu séparés dans la salle, ils ont fait leur mieux. Mais un enfant qui malheureusement ne peut pas être en classe, qui sort dans les couloirs, c'est un enfant pour qui on doit faire quelque chose. Alors, le COVID, ça a occasionné des changements de pratique, mais selon les écoles que ma collègue Martine Demers accompagne, ils ont trouvé des moyens pour composer avec ça. J'observe dans les milieux secondaires une tendance à remettre le problème et les solutions entre les mains de l'élève, croyant au besoin de le responsabiliser. Cela va un peu à l'encontre du concept de prendre en charge. Que pensez-vous de cette pratique? C'est une bonne question. Des fois, on pense qu'à l'adolescence, les adolescents, de par leur développement, ont cette capacité-là totale de se prendre en main, de se prendre en charge et de se responsabiliser totalement. Or, les adolescents, comme Eva disait tantôt, ont besoin beaucoup des adultes hein, dans leurs problématiques. Parce que si les adolescents, entre eux, essaient de se trouver des solutions avec des cerveaux encore immatures, bien, clairement, la solution va être immature. Versus si un adulte un petit peu plus mature au niveau de son cerveau est capable de l'accompagner à l'intérieur d'un attachement. Moi, je pense que c'est important que l'adulte en milieu secondaire qui demande à un élève de sortir de sa classe à cause qu'il y a des comportements qui sont problématiques, à cause qu'il y a un cadre, puis qui applique ce cadre-là, que c'est important que
ils s'entendent avec cet élève-là, de par le fait que oui, hein, il y a un partage à responsabilité, mais c'est aussi à l'adulte à aller revoir cet élève-là. Moi, les pratiques où ce que l'adulte met l'enfant ou l'adolescent, pardon, dans le centre de retrait, puis qui dit cours après moi d'ici le prochain cours, puis si tu ne m'as pas attrapé ou si tu ne m'as pas vu, tu ne pourras pas venir te présenter. J'ai un peu de difficulté avec ça. Je pense que c'est de prendre la charge, de dire mon homme, ça ne va pas bien, ou bien ma fille, là, ça ne va pas bien, tu t'en vas dans le centre, puis je vais venir te revoir tantôt ou on se donne un rendez-vous demain. Je pense que c'est une pratique davantage plus comme ça qu'on devrait essayer de mettre en place à l'intérieur des écoles secondaires. Mais ça, c'est ma perception à moi, là. Mais il faut respecter le développement du cerveau. Pas avant 26 ans que le cerveau est capable de tout autorégler. Alors, même pour tous les ados, on a peut-être des niveaux d'attente qui sont trop élevés pour leur maturation. Et pour un enfant qui est affecté par le trauma, son cerveau, c'est comme nous, on doit devenir le préfrontal pour cette jeune-là, pour lui aider, parce que sinon, il se trouve toujours en difficulté. Imagine un enfant qui est suspendu plusieurs fois. Ça fait quoi pour ce progrès académique? C'est à nous de vraiment aider un enfant immature et vulnérable. Que répond, que répond-on aux adultes qui disent que c'est injuste pour ceux et celles qui font toujours bien? Ben, en fait, ceux qui font toujours bien n'ont pas besoin de ces mesures d'adaptation-là. Ceux qui font toujours bien semblent avoir un cerveau qui est capable d'être tempéré, qui est capable de s'autoréguler, qui est capable d'être en classe. Et ceux qui vont toujours bien n'ont pas nécessairement vécu ce que ces enfants-là ont vécu. Donc, je pense que de ramener ça dans l'exemple où on peut montrer que ce cerveau-là de ces enfants-là est brisé ou à quelque part qu'il y a eu des cassures, je pense que ça peut être une belle image pour aider ces enseignants-là à comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de cette incapacité-là à l'enfant d'être ce qu'ils veulent qu'il soit. Est-ce que c'est injuste d'enlever la chaise roulante pour un enfant qui en a besoin parce que les autres enfants en veulent aussi? Non, on donne à l'enfant de quoi il a besoin et ça, c'est notre rôle comme adulte et des fois, les autres, ils doivent accepter ça. Mais qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que quand un enfant comme ça est dans le centre de soutien, l'enseignant peut aussi donner plus d'attention vers les autres aussi. Hein? C'est un peu ça qui est important. Vous nommez plusieurs caractéristiques des intervenants qui travaillent dans ce centre. Est-ce que vous pouvez choisir les intervenants? N'y a-t-il pas des enjeux avec les règles d'attribution de poste? Bien entendu, hein, il y a des syndicats, il y a des processus d'attribution de poste et malheureusement, non, on ne peut pas choisir les intervenants qui sont là, dans ce sens où maintenant, c'est des paniers de services que les directions ont. Fait que c'est sûr et certain que des fois, la direction peut dire que le 30 heures est à cet endroit-là ou le 26 heures est placé dans ce centre-là. Mais en même temps, ce que j'ai goût de dire, c'est que quand on accompagne ce personnel-là, il y a un changement de vision. Moi, quand j'ai accompagné avec une autre ressource régionale, avec le modèle ARC qu'Eva parlait tantôt, la base là, de ARC, là, une des parties, c'est les attitudes de l'adulte face à ces enjeux-là, de ces enfants-là, de leur compréhension, mais leur réaction. Et on a vu des enseignants et même des éducatrices qui étaient davantage plus axés sur le comportement, commencer à prendre une distance et à voir ces élèves-là autrement. Non pas que les voir juste au niveau comportemental, c'est pas correct, pas du tout, mais ces enfants-là ont besoin aussi de personnes qui voient un petit peu plus large, hein, qui voient au-delà de l'étiquette, comme Mme Ouellette présentait ce matin dans sa conférence d'entrée. Fait que ça s'accompagne aussi des enseignants et des éducateurs à l'intérieur de ce centre-là. Il y a une question vite. Est-ce que nos élèves en classe psychopatho ou un autre type de classe spécialisée peuvent bénéficier de ce service? Absolument, si nécessaire. Nous, dans nos écoles anglophones, on a très peu de classes spécialisées. Alors, on a des enfants diagnostiqués qui utilisent le centre de soutien. Et pour eux, ils ont c'est vraiment, ils sont choisis comme élèves de cette
centre-là. On est presque à l'heure, Charles. Oui, j'essaie de... aucun enseignant ne remet en question ou trouve injuste pour les autres élèves qu'un enfant bénéficie de l'orthopédagogie alors qu'on le remet en question pour aller voir le TS et répondre à son besoin émotif. Super de bons commentaires, tout à fait. C'est une des choses qu'on essaye aussi d'accompagner quand on parle d'équipe école. Cette équipe école-là qui a eu l'implantation, avant l'implantation du centre, ont été accompagnés pendant 2 ans dans cette approche-là qu'on voulait amener, de dire l'enfant est au centre, l'adulte est au centre, viser le besoin de l'enfant plutôt que le comportement. Ils ont eu de l'accompagnement sur, oui, comprendre un peu plus l'agressivité de ces enfants-là pour prendre une distance émotionnelle par rapport à des fois ces agressions-là, verbales ou physiques, qui nous amènent à répondre aussi comme adultes. Hein? Je veux dire, nous aussi, on a un système limbique, nous aussi, on veut se protéger. Donc, être capable de prendre cette distance-là. Donc, ce personnel-là a eu des formations. On a mis là, les incontournables en place parce que c'est sûr que demain matin, vous prenez notre centre, ben, pas notre centre, mais notre présentation, vous allez voir la direction en disant on a besoin de ça. La direction dit wow, on implante ça sans pour autant avoir accompagné l'équipe école que au moins diffuser un peu c'est quoi l'approche ou les approches autour de ça, ben là, ça va être... il faut mettre des conditions. Là. Juste une petite question que je pense très intéressant. Et puis après ça, je pense qu'on est à l'heure. Mais les adultes, les autres adultes qui disent que certains élèves vont avoir des écarts de conduite dans l'intérêt, le goût, le désir de se retrouver dans ce environnement-là. Oui, ça se peut, mais très intéressant que souvent les jeunes, même des ados, ils disent, est-ce que je peux retourner en classe? C'est tellement intéressant comment ils ont le goût de retourner. Malheureusement, des fois, il y a des problèmes de relation avec l'adulte qui est dans la classe, mais pour la plupart, les jeunes, ils veulent revenir. Et c'est pour l'équipe aussi qui va déterminer comment on peut aider ces jeunes-là. Mais c'est mieux de répondre à ses besoins que de voir ça comme il veut nous manipuler. Malheureusement, on est vraiment à l'heure. Il y a une autre question. Ça doit être dans l'école. Il y a quelqu'un qui a demandé si ça peut être Ouais. dans un autre bâtiment. Non, absolument pas. Ça doit être très facilement accessible aux jeunes. Oui. Écoutez, on vous remercie beaucoup de votre intérêt pour cet atelier-là, en espérant que ça a répondu à vos intérêts, à vos questions. Vous avez nos adresses email là, dans la présentation, donc si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire et c'est sûr qu'on en tout cas, on ne rentrera peut-être pas en contact demain matin avec vous, là, mais on va se donner du temps pour répondre aux courriels sans faute. Soyez-en assurés. Donc, merci encore. Passez un super beau congrès. Eva, je te laisse le mot de la fin. Non, mais c'est exactement ça. Merci beaucoup. Au nom du comité organisateur, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre excellente conférence qui a attiré énormément de personnes ce matin. Merci pour vos explications, vos réponses aux questions et votre grande disponibilité. Alors, j'invite maintenant les participantes à prendre la pause de dîner de midi à 13h et de 13h à 13h30, vous pourrez aller voir les kiosques des exposants avant votre conférence de 13h30. Bonne continuation à tout le monde au congrès du CQJDC. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir.